Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix. L'heure de la rentrée a sonné pour les 20 pilotes qui composent la grille 2023 de Formule 1. Avec résonnent les vrombissements des moteurs qui font frémir les passionnés du sport mécanique mais qui endorment ceux qui y sont indifférents et qui énervent ses détracteurs. Mais tout ce bruit autour de la Formule 1 soulève des questions légitimes aux réponses pas si souvent évidentes. Commençons notre plongée dans le cockpit d'un pilote en nous intéressant aux émissions carbone de la F1. D'après un rapport publié en 2019 par Liberty Media, l'organisateur du championnat du monde, une saison complète émet un peu plus de 256 000 tonnes d'équivalent CO2, soit l'équivalent de l'empreinte carbone de 24 500 Français. Un chiffre conséquent, naturellement à réduire, mais aussi à relativiser. D'abord, face à d'autres sports tout aussi populaires. À titre d'exemple, les émissions annuelles liées au déplacement des joueurs de NBA sont estimées à 32 000 tonnes d'équivalent de CO2. Un chiffre anecdotique à côté des émissions générées par la Coupe du monde de football au Qatar, estimée elle à 3,6 millions de tonnes par la FIFA. Mais alors, d'où émanent ces 256 000 tonnes d'équivalent CO2 ? Eh bien, première surprise, pas des moteurs. L'utilisation des unités de puissance, c'est-à-dire des moteurs hybrides des F1, ne représente que 0,7% de l'empreinte totale. Avec 45%, ce sont les opérations logistiques qui trustent la première place. Elles incluent les voyages de tous les équipements nécessaires à la compétition à travers les différents circuits dans le monde. Si nous y ajoutons le transport des individus, la part explose à 72,7%, soit près des 3/4. Ainsi, la pollution perçue par le spectateur n'est qu'anecdotique à côté des émissions liées aux opérations que ne voit pas le public. Face à ce paradoxe, les organisateurs du championnat du monde de Formule 1 semblent avoir pris conscience des enjeux. En 2019, la F1 de l'ère de Liberty Media a publié sa stratégie de durabilité. La majeure partie de ce plan est de faire de la F1 une activité sans émissions nettes de carbone. Le plan s'axe donc sur la réduction des émissions de carbone d'abord, et puis sur leur compensation. En effet, l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2030, une expression à prendre avec beaucoup de recul car elle ne présume pas mécaniquement d'une plus grande sobriété. Pour y parvenir, la F1 est passée en plusieurs décennies du V12 au V10 puis au V8 pour finir à des V6 turbo et hybrides pour réduire les consommations, aujourd'hui limitées à 110 kg de carburant par course. Maintenant, place à un nouveau pas. À compter de 2026, les moteurs seront alimentés par des carburants qualifiés de durables qui permettront de baisser les émissions liées à la combustion de 65%. Sur les postes fortement émetteurs de gaz à effet de serre, la F1 annonce aussi des mesures. D'abord dans les usines qui devront fonctionner grâce à 100% d'énergie renouvelable. Ensuite sur les circuits où les déchets devront être recyclés à 100%. Mais surtout, elle annonce un plan de réduction des émissions de CO2 liées au transport, le principal poste de pollution. Enfin, la F1, au même titre que l'endurance, est un fantastique laboratoire pour développer des innovations. Sécurité, freinage, rendement des moteurs, les innovations développées par les constructeurs sont ensuite adoptées par les marques haut de gamme et enfin par les constructeurs généralistes profitant au plus grand nombre. Par exemple, les systèmes de récupération d'énergie électrique au freinage des F1 sont incomparablement plus performants que ceux des véhicules de série. Progressivement, les constructeurs présents en F1 les déploient dans leur gamme avant que ces technologies se retrouvent dans l'ensemble de la production automobile. Enfin, si nous ne jugeons pas de l'attrait d'un divertissement pour son public, chaque événement, qu'il soit sportif comme culturel, engendre des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, en tant que spectateurs, nous pouvons et devons exiger des organisateurs de manifestations sportives ou culturelles de la transparence et la mise en œuvre de politiques environnementales engageantes. Dans le cas de la F1, cela se traduit par concrétiser les annonces de 2019 en tenant les objectifs fixés, tout comme en précisant les mesures liées au transport. Mais c'est aussi aller plus loin, en ouvrant la porte à des partenaires plus vertueux, en cessant de s'intéresser aux exploitants de circuits en raison de leur portefeuille. Car oui, les circuits qui accueillent les grands prix s'acquittent d'une redevance. Et à ce jeu, les pays du Golfe ont bien plus de moyens pour attirer ce sport qui revient sur le devant de la scène. En Europe, la situation est bien différente. Le sport automobile n'est pas en odeur de sainteté dans les classes politiques et il affronte de nombreux détracteurs avec, en plus, des perspectives commerciales bien moins attrayantes. Pourtant, la politique commerciale de la F1 soulève d'autres questions, notamment en Europe, sur l'éclairage donné à des pays dans lesquels les droits humains ou les préoccupations environnementales ne sont pas ou peu considérés. Et puis, précisons qu'entre 1993 et 2023, le
calendrier annuel est passé de 16 à 23 Grands Prix. 23 voyages pour lesquels il faut déplacer les voitures, les staffs, les équipements, les infrastructures et j'en passe. En revenant à des saisons plus courtes, qui pourraient en plus s'avérer plus excitantes pour les fans, il serait possible d'économiser des dizaines de milliers de tonnes d'équivalent CO2 sans altérer la qualité sportive ni entraver les innovations techniques que produisent chaque année les équipes de course. En conclusion, si la F1 n'est sûrement pas la compétition sportive la plus polluante ni la plus sobre, et que ses émissions ne proviennent pas d'où on le pense spontanément, il est essentiel qu'elle accélère sa mutation pour que le sport automobile devienne un moteur de son époque et non pas un bouc émissaire.